Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation logiciel Proteus. La dernière fois, nous avions vu comment réaliser une alimentation à découpage 12 volts dans le logiciel Proteus. Cette fois-là, nous n'avons pas insisté sur les boucles de contre-réaction ou sur comment réguler la tension de sortie. Aujourd'hui, nous nous proposons d'aborder sur un nouvel angle les alimentations à découpage, bien sûr, et d'introduire cette notion-là de contre-réaction dans les alimentations à découpage. Donc, dans cette vidéo, nous commençons par une alimentation. Le bloc principal autant pour moi de notre alimentation part du secteur en 220 volts, bien sûr, 220 volts. Part du secteur en 220 volts et nous avons le filtrage parasite, la varistance pour les surtensions, le fusible pour les courts-circuits et sur-intensité. Là, nous avons le pont redresseur qui a pour rôle ici de redresser notre tension secteur directement, sans modification. Et là, nous avons un filtre capacitif. Bien sûr, les condensateurs avec une tension de travail de 400 volts. Là, nous pouvons mesurer la tension de l'alimentation générale. Et nous avons, non, là. Et nous obtenons ici, vous voyez là, nous sommes à environ 300, 314, 309, 310. 310 volts. Donc, cette tension-ci, la tension continue de 300,10 volts, semi-continue, nous pouvons dire comme ça, oui. Parce qu'elle n'est pas continue. Elle est juste, elle est unidirectionnelle et pas trop variable, oui, mais elle n'est pas véritablement continue. Donc, là, nous avons l'alimentation générale que nous allons découper grâce au transistor MOSFET. Déjà, voici notre transistor MOSFET avec notre tension d'alimentation générale qui alimente la bobine primaire du transformateur avec notre transistor MOSFET qui reçoit des impulsions de commande via un circuit de commande qui envoie ces impulsions ici. Donc, et la tension de commande des MOSFET, c'est généralement une tension inférieure à 14 volts, souvent 13, 12, 13 volts de commande des MOSFET. Donc là, nous avons donc une alimentation pour la commande des MOSFET et un signal de commande. Donc là, on alimente la commande des MOSFET, si c'est un peu plus clair. N'oublions pas la diode 1N4001, qui ici a pour rôle de décharger l'énergie emmagasinée par la bobine. Parce que là, si notre alimentation générale, vu que vous voyez cette alimentation-ci comme une source de tension continue, si on alimente, si on commande les MOSFET, là, si on envoie le signal de commande des MOSFET, là, le transistor devient passant, celui-ci également. Donc là, vous voyez, la tension d'alimentation de commande des MOSFET vient à la grille des MOSFET et le MOSFET maintenant se ferme entre le drain et la source, ce qui fait circuler la tension d'alimentation dans le primaire de la bobine du transformateur et crée une tension secondaire immédiatement. Mais lorsque le signal de commande disparaît pour un certain temps, ce transistor-ci se bloque et s'il se bloque maintenant, on n'a plus de tension directement ici. Donc vous voyez, et là, la grille est ouverte. Oui, la jonction grille source. La jonction drain source, autant pour moi, la jonction drain source est ouverte. Et si cette jonction est ouverte, ça veut dire que l'énergie qu'on a emmagasinée dans la bobine, ça veut dire on met une bobine en circuit ouvert, ce qui peut provoquer sa destruction. Et pour éviter cela, nous plaçons une diode de roue libre qui aura pour rôle de décharger l'énergie emmagasinée dans cette bobine. Sinon, elle met par exemple, en outre, elle met la bobine en court-circuit pour décharger son énergie parce que si on ouvre le circuit de la bobine, ça va créer un court-circuit, qu'est-ce que dit, une étincelle, un arc électrique et 2-3 fois ça va détruire la bobine. Ça dépend, même si la puissance est très grande, une seule fois pourrait suffire. Donc généralement, si vous trouvez dans les alimentations à découpage, voilà déjà une panne qu'on peut résoudre. Donc dans les alimentations à découpage, généralement, si vous trouvez la bobine d'un transformateur qui est détériorée, cela peut être dû au diode de protection parce qu'elles en ont toujours, parce que si une bobine se charge et se décharge, elles en ont toujours. Elle peut être due à la diode de protection. Donc, une fois passé du côté secondaire,
nous avons donc un redressement et un filtrage tout simplement. Donc là, nous avons effectué le découpage et la transformation à notre tension. Maintenant, le signal de commande des MOSFET, d'où provient-il? Le signal de commande des MOSFET, lui, provient d'un microprocesseur. Ici, nous avons choisi commander un MOSFET à un microprocesseur, contrairement à un 555 dans la précédente vidéo. Parce que, contrairement au 555, le microprocesseur a comme avantage qu'il peut fournir une fréquence de commande totalement programmable. Donc, par exemple, là, j'ai un code, je vais le mettre en description, bien sûr. Là, nous avons un code qui nous définit pour chaque fréquence. Nous allons aborder d'ailleurs cette notion, la notion de modification de la fréquence de la PWM avec Arduino. Donc là, nous avons un code qui permet de modifier la fréquence de la PWM de Arduino en fonction de notre besoin. Donc là, si nous tapons cette ligne-ci, c'est à 30 kHz. Vous voyez là, cette ligne 3000 Hz, là 900 Hz, là 490 Hz. Là, nous avons donc réglé notre fréquence à 30 Hz. C'est vrai, c'est pas grand, mais déjà c'est bon pour un début. Là, nous allons dans Analog Write 128. Donc ça, c'est l'avantage pour nous d'utiliser un microprocesseur, que ce soit l'Arduino Nano ou No Mega, bon, ça va dépendre de vous. Donc, c'est l'avantage du microprocesseur, c'est que nous pouvons commander totalement nos alimentations. Et généralement, les alimentations de PC ou de desktop ou je sais pas, de vos non, de desktop surtout, que vous avez, ce sont des alimentations qui fonctionnent autour des microprocesseurs. Parce que vous voyez, par exemple, là, nous n'avons fait que le basique, mais nous aurions pu agencer à cette alimentation-ci plusieurs autres compartiments, à savoir par exemple un ventilateur, comment un ventilateur de refroidissement, je suppose. Par exemple, voilà un schéma global d'alimentation que nous allons présenter dans une autre vidéo. Donc, vous voyez là, nous pouvions augmenter un ventilateur, commande des transistors, circuit d'oscillation, un circuit même de température. Parce que là, avec le microprocesseur, vous pouvez commander plus en profondeur. Généralement, avec les circuits intégrés 555 ou 3842 qui permettent de réaliser la commande des alimentations à découpage. La commande des alimentations à découpage majoritaire, on va dire. Il n'y a pas moyen de commander plusieurs processus à la fois. Donc là, vous voyez, si le 555, je ne sais pas si je vais venir sur le chemin, oui. Donc si le 555 commande à l'alimentation à découpage, vous ne pourrez pas commander un ventilateur à côté, un détecteur de température à côté, seuil de tension, courant consommé. Donc avec un microprocesseur, cela est possible. C'est d'où je vous invite souvent de partir d'un microprocesseur. Vous pouvez commander par exemple et placer un capteur de température par exemple sur notre transistor MOSFET et que dès que la température est élevée, par exemple si on atteint 30 degrés, parce que la température généralement de fonctionnement c'est 25 degrés, si on atteint 40 degrés, le ventilateur se met en route, on atteint 70 degrés, tout le fonctionnement s'arrête. Donc ça, ce sont les mesures de précaution qui sont présentes dans nos alimentations de desktop parce que tout cela est piloté par un microprocesseur. Donc, ceci dit, avant d'utiliser l'Arduino comme signal de commande des MOSFET, nous devons d'abord le créer une alimentation. C'est d'où, j'insiste encore pour le rappeler, travailler avec les microprocesseurs, c'est très bien, mais il faudrait encore savoir comment ils fonctionnent. Généralement, les microprocesseurs n'aiment pas les variations d'énergie. Pour alimenter notre Arduino Nano, j'aurais pu venir ici, placer une résistance là et placer un petit port capacitif et le mettre en 5 volts et brancher sur notre carte Nano. L'inconvénient de cette méthode, c'est que quand nous faisons ça, nous sommes directement conditionnés par notre circuit d'oscillation. S'il y a un problème sur notre circuit d'oscillation, nous perdons également la carte. Donc, généralement, dans ces alimentations, si vous ouvrez même vos alimentations de PC, vous allez voir que le microprocesseur qui commande le tout est alimenté via une alimentation indépendante de l'alimentation principale. Donc, par exemple, ici, nous pouvons prendre un mini transformateur 5 volts. On va dire transformateur 220 bas 5 volts. Oui, donc, vous voyez là. Et avec ça, nous pouvons obtenir une tension de 5 volts qui nous permettra d'alimenter la carte Arduino
Et pour alimenter nos MOSFET, nous pouvons utiliser un circuit doubleur. Je ferai une vidéo sur les circuits doubleurs. Un circuit doubleur ça c'est le doubleur de l'atout. Oui, ça c'est le doubleur de l'atout. Il y a aussi des doubleurs de Schenkel, les doubleurs en triangle et ainsi de suite. Donc vous allez voir, je ferai une vidéo sur les doubleurs de tension qui peuvent être très très utiles généralement. Donc avec ça, nous avons tous les éléments nécessaires pour faire une petite alimentation. Maintenant, si nous voulons effectuer la régulation, c'est vrai, je ne ferai pas la régulation ici parce que elle rendrait la vidéo très complexe. Je ferai la régulation dans une prochaine vidéo dans laquelle, j'utiliserai plutôt un microprocesseur, par exemple à l'exemple de l'Atmega 328P et le schéma suivant, qui est un schéma déjà tout prêt. Oui. Et dans cette vidéo-là, je ferai donc d'utilisation et je ferai la contre-réaction grâce à une carte de programmation. Déjà ici, si nous voulons faire la contre-réaction, il nous faudra utiliser une résistance et... Oui, il nous faudra, il nous faudra utiliser déjà, parce que là, si nous voulons fixer par exemple la tension de sortie par exemple à 12 volts, lançons le fonctionnement en pause. Bon, par exemple là, vous voyez là, la tension a grimpé, nous sommes à 45 volts. Si par exemple la tension de sortie doit être fixée à 12 volts, ça veut dire qu'il nous faut un indicateur entre la sortie et l'entrée. Nous pouvons utiliser un circuit AOP qui va ramener la tension de sortie à l'une des pins analogiques cette fois-ci de la carte Arduino pour nous indiquer à chaque fois est-ce que la tension est plus grande que prévu et diminuer le rapport cyclique de commande, donc le rapport cyclique de commande des MOSFET. Donc, si nous venons là, et diminuer la tension de commande des transistors MOSFET et changer le rapport cyclique autant pour moi. On voit là, nous sommes sur un rapport cyclique de 50% et c'est effectivement ce que nous avons écrit dans notre code. 128 parce que là, nous pouvons analog wire sur la pin 3, tu mets 128. Les valeurs analogiques en sortie, nous avons toujours, dans les précédentes vidéos, nous avons vu les sorties analogiques. Donc, c'est entre 0 et 255. Et je vous avais précisé que pour les sorties ou les entrées analogiques, il était nécessaire, par exemple, là, il était nécessaire de mettre la masse de la carte Arduino à la terre ou de connecter à la masse le ground de la carte Arduino, sinon ça ne fonctionnerait pas. Certains ont souvent ces erreurs-là. Non, ceci dit, nous pouvons relancer la simulation. Donc, vous voyez là, nous avons 49 volts en sortie. Comment est configuré notre transformateur? Certains vont me demander. Là, notre transformateur est configuré en suiveur. Donc, pour dire le rapport de transformation, c'est de 1. Donc, pour autant dire, la tension qui arrive au niveau de la bobine primaire du transformateur est une tension alternative à haute fréquence de 30 kHz, bien sûr. Tension alternative à haute fréquence. Et dès qu'elle traverse ici, elle crée une autre tension alternative de haute fréquence qui vient être redressée et filtrée. La haute fréquence, vous pouvez avoir 5 volts alternatifs ou 6 volts alternatifs ici en haute fréquence. Et dès que vous redressez ou filtrez, vous vous retrouvez peut-être même avec 15-16 volts. Ce n'est pas une erreur, c'est la fréquence qui fait cela. Et déjà, même sur le calcul de la valeur moyenne d'une tension, pour ceux qui ont la formule, je sais pas, je vais chercher la formule, qui est U moyen, je pense, sur 1 plus 2R, c'est bon, en tout cas. Pour ceux qui ont la formule, vous verrez que la valeur moyenne de la tension en sortie dépendra de la fréquence et de la capacité. Donc, plus la capacité est grande, plus stable est la tension et plus grande est sa valeur moyenne. Mais aussi la fréquence. Plus la fréquence est grande, plus on aura aussi une valeur moyenne grande de tension en sortie. Donc, ne vous attendez pas à avoir peut-être 5 volts ici, 5 volts peut-être en sortie ici, et redresser, filtrer, obtenir peut-être 7 ou 8 volts comme à l'accoutumée. Vous pouvez redresser, filtrer, obtenir même 15 volts. Donc, faites attention, la fréquence est un paramètre très très déterminant, surtout quand on travaille à haute fréquence. Donc, ceci dit, si vous voulez changer la valeur, c'est vrai qu'avec les transformateurs dans Proteus, c'est pas évident. C'est pas évident de changer la valeur parce que c'est pas évident de changer la valeur quand vous voulez avoir affaire à un abaisseur, par exemple, avec un élévateur de tension pour les convertisseurs buck boost. Mais pour un abaisseur, c'est très facile. Vous pouvez venir ici, là,
Vous changez là, on peut changer peut-être 0,5. Je sais pas s'il va trouver problème à ça, mais je pense que ça ne dérangera pas. Donc là, vous voyez, à 0,5, là, il nous envoie toujours à 49. C'est vrai que transformateur et Proteus, je sais pas trop. Donc, en gros, c'est ça, simuler une alimentation dans le logiciel de Proteus, Proteus 8 professionnel. Donc, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Je laisserai le schéma en description de vidéo. Donc, à très bientôt.